autre page de l'histoire sur France Culture. Voici maintenant le procès Barbie. « 9 février 1943, rafle de la rue Sainte-Catherine. » 6 avril 1944, rafle des enfants de la maison Lisieux. 11 août 1944, déportation de 600 juifs et résistants dans le dernier train parti de Lyon à destination des camps de la mort. L'audience est ouverte. Je demande au service d'ordre d'introduire l'accusé, s'il vous plaît. Le 11 mai 1987 s'ouvre devant la cour d'assises du Rhône le procès de Klaus Barbie, accusé de crimes contre l'humanité. 37 jours d'audience pour établir sa culpabilité. Alors, accusé, quels sont vos noms et prénoms? Altmann Klaus. Vous êtes né à quelle date, s'il vous plaît? 25 octobre 1913. 25 octobre 1913. À quel endroit? Bad Godesberg. À Bad Godesberg. Redebonn. Quelle est votre profession? Commerce, Kaufmann. Commerçant. Commerçant. Et quel est votre domicile au moment de votre arrestation? La Passe. La Passe. Vous nous dites vous vous appelez Altmann. Votre père s'appelait Barbie. Depuis quand utilisez-vous le patronyme de Altmann? Je suis nationalisé depuis le 3 octobre 1957 en 1955. 1957 en Bolivie sous les deux noms, Klaus Altmann et Klaus Barbie. Mémoire, histoire et justice, le procès Barbie. Hier, au procès Barbie, en l'absence de l'accusé, l'ombre des 44 enfants du Home d'Isieux envoyés à la mort par la Gestapo planait dans la salle d'audience des Assises de Lyon. Nous avons donc entendu hier des témoins qui affirment que Barbie était bien sur les lieux de la rafle. Klaus Barbie n'était pas là pour entendre Lucien Favé l'accusé. Cet ouvrier agricole de 66 ans, borgne, le visage rouge, qui serre fermement son béret, parle en termes simples. Barbie était présent le 6 avril. Il portait une gabardine beige et un chapeau mou. Il ajoute cette précision. À côté de lui se tenaient deux civils, dont un Français, Lucien Bourdon, en pantalon de velours et chemise bleue. C'est Barbie qui m'a fait signe de partir. Va-t'en, il m'a dit. C'est lui, je le jure. Maître Vergès ne parviendra pas à le troubler. Il assurait pourtant que Julien Favé pirait à l'audience. Léon Reifmann, ce médecin qui a échappé à la rafle en fuyant par une fenêtre, est moins précis. Il parle d'un petit homme en civil, gabardine beige et chapeau mou. Mais il dit, lorsque j'ai été confronté à lui, j'ai eu comme un déclic, la ressemblance est frappante. Léa Feldblum, elle, ne peut pas dire si Barbie était présent, mais elle affirme que ce sont les Allemands qui l'ont amené. Monitrice, elle a préféré être déportée plutôt qu'être séparée des enfants. Elle possédait pourtant des papiers français. Elle fut la seule survivante de la rafle. Au tribunal, elle a tendu son bras tatoué, matricule 78 620. Lyon, Jacques Expert, France Inter. Mercredi 27 mai 1987, 13e audience. Bonsoir, docteur. Quels sont vos noms, prénoms, âge, profession et domicile, s'il vous plaît? Reifmann Leib. Je demande le silence, s'il vous plaît. Reifmann Leib, né le 4 janvier 1914, demeurant à Brantôme, médecin. Donc, 1914, ça vous fait 73 ans. L'âge de l'accusé. Est-ce que vous connaissiez l'accusé avant les faits qui lui sont reprochés? Pas du tout, Monsieur le Président. Bon, vous êtes partie civile, vous ne prêtez donc pas serment. Faites votre déposition, nous vous écoutons, docteur. Bien, Madame Zlatin vous a dit l'essentiel concernant la colonie d'Isieux. Le 6 avril,
J'ai voulu passer les fêtes pascales avec mes parents. Et je suis arrivé à Isieux le matin. En cours de route, j'ai pris à Belley 2 grands garçons qui étaient internes au collège de cette ville et je les ai amenés avec moi. Bien sûr, j'ignorais à quel tragique destin je les menais. Arrivé à Isieux, j'ai eu juste le temps d'embrasser mes parents et je suis monté à l'infirmerie pour voir ma sœur. Nous avons bavardé quelques minutes et puis la cloche du réfectoire a sonné pour appeler les enfants au petit déjeuner. Ma sœur est descendue, je l'ai suivie et arrivé au milieu de l'escalier, j'ai vu s'engouffrer dans le couloir qui menait au réfectoire 3 hommes en civil. Un petit au milieu qui portait une gabardine, un chapeau, et 2 autres beaucoup plus grands que lui et qui l'encadraient. Alors bien sûr, je me suis arrêté. Le premier qui était à droite du petit a levé les yeux et il m'a dit « Monsieur, descendez, on a besoin de vous ». En bon français d'ailleurs, sans accent. Et tout de suite, ils se sont engouffrés dans le couloir. Je me suis arrêté. Sur ce fait, j'ai vu ressortir ma sœur qui m'a fait un signe « C'est les Allemands, sauf toi ». Alors rapidement, j'ai remonté l'escalier vers l'infirmerie avec l'intention de sauter par la fenêtre qui donnait sur le jardin. Au bout de terrasse qui longe la maison, qui la prolonge largement, au bout de la terrasse, il y avait une sentinelle allemande avec sa mitraillette. Il m'a vu et je me trouvais dans sa ligne de mire. Alors j'ai passé dans la pièce voisine et j'ai sauté. La sentinelle m'a vu sauter. Elle a crié en allemand, un homme vient de sauter par la fenêtre. Le jardin était entouré d'un mur assez haut et les soldats devaient le contourner pour pouvoir entrer dans le jardin par le fond. Ça m'a donné le temps de ramper quelques mètres et m'abriter sous un arbuste. J'ai vu entrer 3 soldats allemands dans le jardin. Avec les crosses de leurs armes, ils fouillaient parmi la végétation. Il y a un qui est passé si près de moi que je ne peux pas m'imaginer qu'il ne m'ait pas vu. Mais je pense qu'il n'était pas nazi. Et je suis resté comme ça, sous ma cachette dans ce jardin, jusqu'à tard le soir, vers 10 heures. J'ai entendu, dès le départ, dès le début, les cris et les larmes des enfants et les hurlements des soldats allemands qui criaient « Schnell, Schnell ». C'était le moment où ils embarquaient tout le monde dans les camions. Vers 10 heures du soir, la fermière voisine est venue me porter une couverture et de quoi manger. Elle m'a dit « Surtout ne bougez pas, mon fils va venir, il va vous conduire chez nos amis à une dizaine de kilomètres de là, à Chantemerle ». Effectivement, nous sommes arrivés à Chantemerle où je suis resté 2-3 jours dans la famille Bouvier. Et ensuite, je suis allé à Belley où j'ai travaillé comme ouvrier tisserand chez un résistant, M. Sarodi. Voilà mon histoire. Il faut que je revienne un peu en arrière. Pour vous décrire l'impression que j'ai eue en voyant les 3 hommes pénétrer dans le réfectoire. Je garde cette image, une image très floue. Je ne peux donner aucune précision, sauf sur le vêtement du petit, le chapeau, imperméable beige, une certaine allure de quelqu'un qui a l'habitude de commander, vous savez, une démarche assurée. Une image floue que je garde depuis ce temps-là. Et je n'aurais pas pu préciser ni le nom, ni aucun autre détail, si vous voulez, sur ces personnages.
jusqu'au jour où j'ai été confronté au cabinet de monsieur le juge d'instruction avec l'accusé. Et alors, comme un déclic, j'ai eu l'impression de me trouver en face de cette personne que j'ai vue lors de la rafle. Je ne saurais pas vous dire exactement, je ne pourrais pas jurer si j'étais astreint à prêter serment que c'est lui, mais la ressemblance était frappante. Que sont devenus les enfants d'Isieux? Par la seule personne qui soit revenue d'Auschwitz, nous savons que dès leur arrivée, on a mené tout le monde à la sélection. Les personnes âgées et les enfants, d'un côté, les aptes au travail de l'autre. Mademoiselle Léa Feldblum, qui était une forte fille de 25 ans, a été mise du côté des aptes au travail. Ma sœur, qui avait 37 ans et qui était médecin, aussi. Mais d'elle-même, elle est passée dans la rangée de ceux qui étaient destinés à l'extermination. Elle ne voulait pas se séparer des parents et des enfants et de son fils. Monsieur le Président, Monsieur et Madame de la Cour, je ne viens pas chercher à tout prix une victime expiatoire. Et le personnage de l'accusé me paraît peu important par rapport à l'immense tragédie qui a été engendrée par l'idéologie nazie. Je pense, et c'était mon souhait, je pensais, c'était mon souhait, de me trouver en présence d'un homme qui exprime quelques regrets, qui risque d'exprimer un repentir pour toutes les atrocités qui ont été faites. Je n'ai pas entendu ceci et mon espoir était déçu. Mais il faut croire que j'étais très naïf. Alors ce que j'espère, non pas tant par vengeance, mais comme un enseignement pour l'histoire, qu'à travers cet homme soit condamnée toute cette idéologie qui déshonore l'homme. Voilà tout ce que je peux dire. Maître Richard Zelmati. Léon Reffman, lui, est, comme vous le savez, le médecin donc rescapé qui va s'échapper en ce temps et en même temps qu'une éducatrice et qui va vivre avec cela sur lui comme un drame. Le sentiment que j'ai, c'est que une certaine déraison l'avait gagné, comme l'éducatrice donc qui vivra donc en Israël après, parce qu'on n'oublie pas de cela. D'abord, on comprend pas qu'on en soit qu'on en soit soi-même comment vous dire oublié de cette rafle. Et puis après, il faut vivre avec ses souvenirs, et c'est ce qu'il est venu transmettre, et c'était émouvant avec ses mots à lui. Laurent Douzou. La rafle d'Isieux, vous faites bien d'employer le terme, dit beaucoup de l'acharnement des nazis, parce que quiconque aujourd'hui pousse ses pas jusqu'à Isieux pourra constater aisément que c'est d'un accès très malcommode, que aller chercher 40 enfants à Isieux, c'est vraiment, ça peut relever que d'une volonté très arrêtée, délibérée de le faire. On n'est pas sur un grand axe, etc. Il faut vraiment se détourner, il faut mobiliser des forces à un moment où les Allemands ont tout de même un certain nombre de problèmes épineux à résoudre. Ça veut dire que ce que ça dit, c'est que 40 enfants, c'est pas anodin. Que dans cette lutte, il faut mettre toutes les chances de son côté, et que si on peut rafler ces 40 enfants, ça sera une bonne chose. C'est-à-dire que on est dans une logique où le combat principal est perdu. À cette époque-là, on ne peut pas parier beaucoup sur la victoire allemande, mais où le combat contre les Juifs, qui est un combat interne en quelque sorte à la guerre mondiale, ce combat-là, il peut encore être gagné. Et donc il me semble que
C'est en ce sens que symboliquement Isieux est si fort, et je crois que pas un visiteur peut rester insensible à ça. C'est-à-dire que aller voir ce lieu qui est quand même perdu, qui est magnifique, qui est silencieux, qui est au milieu de nulle part d'une certaine façon, et imaginer les camions qui doivent monter ces pentes pour arriver à Isieux et puis rafler ces gosses, ben, je dirais c'est oui mettre le doigt sur cet acharnement qui fait que aucun effort n'est superflu s'il s'agit d'éradiquer le danger juif. Simon Pintel, son père a été caché à Isieux en 1943. En 1990, en avril 90, où là, c'était la première année où nous avait emmenés à la commémoration qui avait lieu chaque année ici. Et j'ai rencontré Madame Zlatin à ce moment-là, j'ai découvert les lieux à ce moment-là. Et la seconde étape pour moi, ça a été la même année quand l'idée du musée a vraiment émergé et qu'il fallait regrouper les documents qui concernaient la maison. Madame Zlatin ne voulait pas voir ça toute seule, revenir sur ces souvenirs-là qu'elle avait dans la tête en permanence, mais disons de cette façon aussi concrète, aussi matérielle, où vraiment à travers les documents qu'elle avait, c'était toute la vie des enfants d'Isieux en particulier qui rejaillissait, comme s'ils étaient quelque part toujours un peu là. Elle ne voulait pas aborder ça toute seule, donc elle avait besoin de quelqu'un pour faire le travail d'archivage des documents, et c'est à ce moment-là que mon père a eu l'idée de lui proposer mon aide. Et j'ai commencé à travailler avec elle en septembre 90, pendant 2 ans, 2-3 fois par semaine, sur ces documents. Dans ma tête, j'avais imaginé que c'était plutôt à mon père de faire ce travail-là. Je retrouvais son nom sur des listes de mouvements d'enfants, ou je retrouvais son nom sur la feuille de présence des enfants en classe. Et je revivais un petit peu son enfance en plus scolaire. Et c'était un petit peu étrange pour moi. J'apprenais à connaître mon père par ses origines, je dirais. Et donc alors après il y a une sorte de mélange qui s'effectue. Lui avait ses souvenirs un petit peu flous, moi j'avais les documents comme ça pour repréciser un petit peu les choses. Et alors ensemble on refaisait son parcours, et le processus, disons, pour moi, pour pas non plus complètement vivre la vie de mon père par procuration quelque part, ça a été plutôt une sorte de retour sur une question d'identité et d'identité juive qui tout d'un coup se posait à moi de façon plus forte qu'avant. Et j'ai très vite décidé, puisque dans l'histoire familiale, j'ai une tante qui a dû partir très jeune en Israël et qui y vit toujours, d'aller en Israël en fait. J'y avais été pour les vacances et j'y suis avec mes parents, j'y suis retourné seul quelques semaines en 91, et 2 ans plus tard, j'y suis retourné beaucoup plus longtemps. Quel sens ça a pour vous d'être ici aujourd'hui? Il y a un lien qui s'est fait que je peux pas dénouer. Alors, maintenant, il est plus distant, mais j'aime toujours y retourner. Quand j'ai vu le musée, quand j'ai vu les documents dans la maison, comme ça, tout d'un coup, tous ces documents que j'avais sortis de ce fameux placard de Madame Zlatin, inventoriés les uns après les autres, très précisément, très lentement, je trouvais que tout ça prenait une vie. Je me rappelle de la première fois où j'ai visité la maison, j'ai presque, comme une hallucination, entendu les cris des enfants. Enfin, c'était tout d'un coup, tous ces documents se remettaient à vivre. Et donc, je crois que c'est il y a peut-être ce lien un petit peu comme ça, presque surnaturel, je dirais, qui persiste quand je viens ici. Ici, l'insouciance était d'une évidence. Tous les survivants qui sont là, tout d'un coup, ils disent « Ah, mais je me souviens, là, on a fait une partie de cache-cache avec, hop, puis ils sont une poule parce que c'est un de ceux qui sont restés, quoi. » Donc, le souvenir est assuré,
est malade. C'est un souvenir, c'est une mémoire presque blessée bien sûr, mais presque coupable. Comme beaucoup de rescapés d'ailleurs qui disent mais pourquoi je suis revenu alors que ma copine est morte dans mes bras, pourquoi j'ai pas eu le typhus alors que tout le monde l'avait. Enfin il y a cette dialectique du miracle. C'est comme ça qu'ils ont survécu. Et eux c'est pourquoi je suis parti 15 jours avant d'ici pour aller me planquer on m'a planqué à Chambéry, je sais pas. Et que là la Wehrmacht est arrivée sur une délation. Ça fait partie des hasards de guerre complètement. Pour moi, c'est une pointe de diamant, cet endroit, parce que il y a tout. Il y a les hasards de la guerre, il y a l'obstination absolue des Allemands, de vouloir à tout prix éradiquer. Il y avait très peur des témoignages des enfants. S'ils voulaient leur peau, c'était ça. Il ne faut pas qu'ils se reproduisent, il ne faut pas qu'ils racontent. Donc ils se sentent un devoir sacré de raconter. Mardi 2 juin 1987, 15e jour d'audience. Alors, monsieur Elie Wiesel, vous jurez de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Vous levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Faites votre déposition, nous vous écoutons. Monsieur le Président, Messieurs les juges, Messieurs les jurés, c'est la première fois que je participe à un procès de ce genre. J'ai assisté à d'autres procès, mais jamais en tant que témoin. Pour des raisons peut-être personnelles. Ayant vécu ce que j'ai vécu, je trouve que la pudeur s'impose avant de parler. Je m'étais tu pendant 10 ans avant d'écrire mon premier témoignage. Je voulais être sûr que les paroles écrites seraient justes, qu'elles comporteraient une vérité profonde, ma vérité et celle qui peut-être aurait pu être mienne. 10 ans plus tard, j'ai écrit. J'ai écrit beaucoup, j'ai écrit 30 livres, quelques-uns, très peu, traitent de cet événement. Pourquoi si peu? Parce que j'ai peur. J'ai peur de dire des choses qu'il ne faut pas dire, car j'ai peur de dire des choses que personne ne comprendrait. Quelqu'un qui a vécu ce que j'ai vécu vit dans cette peur. Peur paralysante, faite d'angoisse et d'humilité. Profondément, je sais que quelqu'un qui n'a pas vécu ce que j'ai vécu, jamais ne comprendra. Et pourtant, en même temps, l'homme que je suis, le juif que je suis, je me dis que si j'ai survécu, par hasard, c'est pour témoigner, pour parler non pas au nom de ceux qui m'ont abandonné, personne n'a le droit de parler pour eux, mais peut-être de parler à leur place. Un jour, ils parleront eux. J'en suis convaincu que les morts parleront. Et alors la terre tremblera. Pour l'instant, je ne peux que faire de mon mieux, capter une image par-ci, un fragment d'être par-là, une étincelle, et parler. Le problème qui se pose, qui se posait tout le temps et qui se pose encore, c'est où commencer? Qui raconter? Raconter mes vieux maîtres qui ont essayé pendant des années et des années à m'enseigner la foi en Dieu, la foi en l'homme, et une foi dangereuse. C'est parce que nous avions foi en l'homme que pendant très longtemps, nous n'avions pu voir les signes et capter les signaux de danger.
Donc parler d'eux peut-être. Oh, je pourrais, Monsieur le Président, vous raconter des histoires belles et tristes sur chacun de mes maîtres qui n'étaient les ennemis de personne. Tout ce qu'ils voulaient, c'était transmettre un enseignement vieux de 3000 ans, un enseignement fait d'amour et d'humanisme à un monde qui ne voulait ni d'amour ni d'humanisme. Vous racontez peut-être mes amis, les écoliers, les disciples de mes maîtres, avec qui je faisais des rêves messianiques. Je sais qu'aujourd'hui, Monsieur le Président, tout cela semble puéril, peut-être ridicule. Mais à l'époque, dans les Carpates d'où je viens, nous voulions faire venir le Messie. Et c'est comme ça, en priant, en jeûnant. Et il était inconcevable pour nous que les hommes que nous voulions sauver pourraient devenir des assassins. Vous parlez peut-être de personnes qui m'étaient plus proches, de ma grand-mère. C'était une femme silencieuse, calme, sûre d'elle-même. Elle parlait peu. Elle ne me parlait que le vendredi, la veille du Shabbat. C'était pour me bénir et pour me souhaiter Shabbat Shalom. C'était la seule de toute ma famille et peut-être de toute la ville, à part un fou, qui avait prévu ce qui allait venir. Elle seule s'était habillée de son linceul. Elle savait qu'elle allait mourir. Nous ne le savions pas. Vous parlez, Monsieur le Président, de ma mère, mon père, ma petite sœur. Je ne peux pas. Je ne peux pas parce que j'ai toujours peur. J'ai peur de pleurer. Je ne veux pas pleurer en public. C'est pourquoi j'ai toujours écrit des autres. De tous mes livres, 30 livres, Monsieur le Président, de tous mes livres, seul le premier parle de moi-même. Et les autres, j'essaye de capter la joie ou la souffrance, ou la nostalgie des gens que j'ai connus, fréquentés, abandonnés, malgré moi. Donc, c'est pourquoi, Monsieur le Président, pendant très longtemps, je me voyais comme le témoin, car le rôle du survivant est de témoigner, de même que le rôle du témoin est de maintenir vivante cette vérité du survivant. Mais je ne l'ai pas fait dans le cadre d'un procès. C'est autre chose pour un écrivain d'être chez lui enfermé dans sa chambre avec ses fantômes et de peser les mots et de dire ceci ou cela et plutôt rien. Trouver un silence à la place d'un mot, trouver une virgule à la place d'une phrase, c'est plus simple. Parce que aussi, je le savais que c'est le non-dit qui est important. Ce que je ne dis pas est essentiel, beaucoup plus que les paroles que j'essaie d'aligner. Alors je ne suis pas venu. Si je suis là, Monsieur le Président, cette fois-ci, c'est parce que la communauté juive de Lyon, par son avocat et les autres avocats, m'ont invité à venir et je sens que ma place est ici. Ma place est avec tous les survivants qui ont déjà comparu devant vous. Ma place est avec les victimes. Je veux entendre leur voix et je veux leur prêter la mienne. Je veux qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, qu'un peu partout dans le monde, il y a encore des amis, des frères qui pensent à eux très fort et qui sont avec eux, qui les respectent, qui les aiment et qui croient en leur vérité. Et moi, j'y crois de toute mon âme.
Donc, Monsieur le Président, je suis là. Je vous dirai quelques mots, comme j'ai essayé de le faire jusqu'à maintenant. Je suis prêt à répondre à des questions de l'avocat, de la communauté, avec toutefois l'assurance que les mots me manquent. Comment raconter la nuit? Je ne sais pas. Comment raconter la sélection? Je ne sais pas. Comment raconter la séparation de l'enfant qui soudain voit son père partir pour ne plus revenir? Comment raconter la douleur muette d'une petite fille qui a peur de pleurer? Comment raconter les cortèges infinis qui traversent le paysage polonais, ukrainien, hommes, femmes, enfants, rabbins et leurs disciples, des prophètes et des fous, des marchands et des clients? Comment raconter leur marche vers la mort? Je ne sais pas. À Kiev, Monsieur le Président, quelques jours après l'entrée des Allemands dans cette ville, qui s'appelle la ville des Jardins, j'y étais, je l'ai vu. Des Juifs, au début, s'étaient cachés, et puis une femme, une mère, avec ses 2 enfants, a quitté sa cachette pour aller ailleurs, parce qu'elle espérait trouver une cachette plus sûre, un abri plus sûr. En chemin, elle est arrêtée par un groupe d'Allemands. Les Allemands les entourent. Ils tuent le premier enfant. Ils tuent le second enfant. Et la mère s'empare de ses 2 enfants. Elle les serre sur sa poitrine. Et elle commence à danser. Comment me raconter cette danse? Je ne sais pas. Comment vous raconter un voyage dans un wagon scellé alors qu'il y a une femme devenue folle qui commence à hurler qu'elle voit le feu alors que nous ne savions rien? Au feu, disait-elle, on me brûle, disait-elle. Comment raconter son petit-fils, son petit garçon qui essaie de la faire taire? Comment raconter la brutalité des tueurs? Monsieur le Président, je ne comprends pas, je vous le jure ici, je ne comprends pas. Parce que moi, je suis écrivain, enseignant, je crois en la culture. Je crois que la culture, l'éducation, c'est important pour un homme, pour un peuple. Mais comment est-ce possible que le peuple le plus cultivé, le plus éduqué de l'Europe jusqu'en 1939 ait pu faire cela? Monsieur le Président, il y avait dans le Einsatzkommando, c'était des commandos de meurtriers. Ils ont tué 2 millions de personnes à bout de fusil, avec des fusils mitrailleurs. C'est Babillard, Ponard, tous les noms qui me hantent jusque dans mon sommeil. Et ces gens qui ont tué étaient des diplômés d'université. Mais comment pouvaient-ils donc tuer des enfants et rentrer chez eux et lire un poème de Heine et admirer une toile? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. C'est pourquoi c'est finalement une abdication de ma part. J'écris parce que je ne sais rien faire d'autre. J'écris parce que je ne comprends pas. J'espère toujours qu'en écrivant, je comprendrai. J'espère qu'en écrivant, j'aiderai quelques mémoires à s'allumer dans la mienne. Parce que finalement, c'est de cela qu'il s'agit. De la mémoire. Justice, je crois en la justice. Et écrivain de langue française, attaché à ce pays, à cette culture, à ces traditions de tout mon cœur,
Je crois en la justice française. Je l'ai dit publiquement si souvent. J'y crois. Mais pour moi, en vérité, il s'agit de plus que cela. Parce que aucune justice n'est possible pour les morts. On ne peut plus les ramener. Il s'agit de mémoire. Parce que le tueur tue 2 fois. La première fois en tuant et la seconde fois en essayant d'effacer les traces de ce meurtre. On n'a pas pu empêcher leur première mort. Il s'agit maintenant d'empêcher leur seconde mort. Et si le tueur est coupable de la première mort, la seconde ne serait plus de sa faute, mais de la nôtre. Or, il y a un peu partout dans le monde, Monsieur le Président, des tentatives laides, obscènes, de la part des gens qui se disent intellectuels, qui se disent historiens, qui osent nier la mort des victimes, qui osent me dire à moi que mes parents n'ont pas été tués là où ils étaient tués, qui osent dire aux survivants qu'il n'y a pas eu d'Auschwitz. Mais comment peuvent-ils, alors que nous sommes encore là et alors que les accusés sont encore là? Jamais je ne leur accorderai la dignité du débat, mais je pense qu'il faut parler, je pense qu'il faut témoigner. Voilà pourquoi ce procès est si important pour moi et pour tous les survivants et pour tous les témoins. Car grâce à ce qui est dit ici par toutes ces femmes, tous ces hommes qui ont comparu devant votre cour, certaines paroles seront dites et resteront, et le tueur n'aura pas gagné. Monsieur le Président, c'est pour ça que moi je suis là aussi, pour empêcher le tueur de tuer une seconde fois. Et je vous remercie, vous, Monsieur le Président, Monsieur le juge, Monsieur le juré, d'avoir bien voulu écouter quelques murmures. Ce n'était que cela, de ma part. Maître Alain Jakubowicz. Monsieur Elie Wiesel, c'est sans doute que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a, par un arrêt du 20 décembre 1985, élargi la définition de la notion de crime contre l'humanité. Lui serait-il possible d'exprimer son point de vue quant à l'extension, la définition et la spécificité du crime contre l'humanité? Je ne suis pas juge, je ne suis pas avocat. Vous savez, mon rôle est vraiment de ne pas juger, mais de témoigner. Donc, je vais essayer de vous dégager quelques idées que j'ai eues, Monsieur le Président. Crime de guerre, bon, toute guerre est un crime. J'y crois. Il y a certaines guerres justes. La guerre contre Hitler était une guerre juste, parce que sa guerre était tellement criminelle. Mais j'aimerais beaucoup que le monde arrive à vivre à une époque où toute guerre serait considérée comme un crime. Cela dit, à l'intérieur de ce crime, donc de la guerre, bon, on comprend qu'on doit faire certaines choses pour gagner cette guerre, pour battre l'ennemi. Mais le crime devient crime contre l'humanité quand ce sont les enfants qui en souffrent. Il n'y a aucune raison au monde pour justifier une guerre contre les enfants. Il n'y a aucune raison au monde pour justifier cette haine contre les enfants. 1,5 million d'enfants juifs ont été tués. Si moi je vivais encore 50 ans, et à partir de maintenant je commencerai simplement à citer leurs noms, je mourrai avant d'en arriver à la fin. Pourquoi cette guerre? Pourquoi cette haine? Pourquoi cette mort? Donc ça, je pense, est certainement la condition préalable à une guerre contre l'humanité. Il y en a d'autres, bien sûr.
c'est la guerre contre des innocents, la guerre contre des civils qui n'ont rien à voir avec la guerre, ou bien lorsqu'on pousse la cruauté outre mesure, comme on l'a fait, comme l'accusé l'a fait, contre certains résistants. Mais c'est toujours l'enfant dans l'homme qui souffre et qui ne devrait pas souffrir. C'est cette guerre-là qu'il faudrait condamner, et condamner de toute notre force. Pour poursuivre, dans cette définition que le témoin vient de nous donner, existe-t-il encore, selon lui, une spécificité particulière du génocide perpétré par les nazis à l'encontre des Juifs et des Tziganes? C'est une question difficile parce que, comme je vous l'ai dit dans ma lettre, je n'aimerais pas être condescendant en minimisant la souffrance ou la mort des autres. Il ne faut pas. Si moi, en tant que juif, je parle de ce qui s'est passé au peuple juif, c'est parce que j'aimerais éveiller la même compassion envers toutes les victimes. Cela dit, il faut reconnaître que la solution finale, telle qu'elle fut envisagée contre le peuple juif, était un cas à part. Pour la première fois de l'histoire, vraiment, un plan de cette envergure a été élaboré pour tuer tous les Juifs du monde entier. Il y avait en Norvège, dans un petit village, une famille juive. Et des soldats, des SS sont allés jusque-là pour trouver cette famille-là. Ils ont déployé des efforts immenses pour chasser, pour traquer chaque enfant juif. Mais pourquoi ça? Parce que c'était pour eux une sorte de philosophie, plus qu'une stratégie de guerre. À la fin de la guerre, c'était même contre leur stratégie de guerre. Les trains qui emmenaient les Juifs de ma province à Auschwitz avaient priorité sur les trains militaires qui amenaient des soldats et de l'armement au front, alors que les Russes étaient là. Parce que pour eux, c'était plus important de liquider, d'éliminer, de tuer le peuple juif tout entier. Cela est unique, et je pense qu'il faut le dire. Parce que si nous disons que ce génocide était unique, nous allons empêcher d'autres catastrophes de frapper cette malheureuse humanité qui est la nôtre. Si nous comparons, nous minimisons et nous faussons la situation et l'image. Deux questions encore, si la Cour m'y autorise. La première d'entre elles, la question d'éventuelle complicité française dans les crimes reprochés à l'accusé a été évoquée à plusieurs reprises au cours de ce procès. Je souhaiterais que le témoin puisse nous dire ce qu'il en pense, ainsi qu'il puisse nous préciser quel regard il porte aujourd'hui sur ce qu'il est convenu d'appeler la collaboration. Monsieur le Président, je n'ai pas vécu en France à cette époque-là. Moi, j'ai connu une France généreuse, libre, à partir de 1945. Je connais l'histoire, j'étudie les livres d'histoire, je connais donc tout ce qu'on a écrit sur le pétainisme, la collaboration, la différence entre les deux. À mon avis, le procès de cette France-là doit être fait un jour. Il faut que la France puisse confronter sa mémoire, mais pas dans ce cadre-là. Pas dans le cadre de ce procès. Il faudrait une autre forme, une autre formule, mais il faut en tout cas, j'en suis convaincu, que cette mémoire ne soit pas étouffée. Mais pas ici, ni maintenant. Ma dernière question donc. La barbarie des hommes ne s'est malheureusement pas arrêtée en 1945, ce que nous savons tous. Le témoin croit-il que le souvenir inlassable des horreurs passées soit de nature à conjurer les crimes présents ou à venir? Depuis 1945, malheureusement, il y a eu d'autres crimes, mais pas de ce genre, pas de cette envergure. Monsieur le Président, j'ai juré de dire la vérité. Je dois vous dire, j'ai essayé de mon mieux depuis 30 ans de me battre contre des injustices, d'empêcher des crimes. Avec un ami ici présent dans la salle, je suis allé au Cambodge. J'ai essayé
d'aider les Indiens Miskitos à la frontière Nicaragua, en Argentine quand les gens disparaissaient. J'essaye. Je l'essaye parce que je vois, moi, dans mon passé, une référence, un repère, mais non pas une analogie. Je trouve qu'il ne faut jamais comparer, mais on peut se référer. Donc c'est parce que je me réfère à mon passé que j'essaye d'améliorer un tout petit peu le présent, le mien, celui de ma famille, de mes amis ou du monde, dans la mesure du possible. Avons-nous réussi? Malheureusement pas. Si quelqu'un m'avait dit en 1945, quand j'étais arrivé en France, que moi, de mon vivant, j'aurais à combattre l'antisémitisme, jamais je l'aurais cru. Parce que j'étais convaincu que l'antisémitisme, sans doute, avait dû périr avec ses victimes à Auschwitz. Si quelqu'un m'avait dit que je devrais combattre le racisme, sous toutes ses formes, jamais je ne l'aurais cru. Si quelqu'un m'avait dit que de ma vie je verrais des enfants mourir de faim en Éthiopie, Mozambique, jamais je l'aurais cru. Si quelqu'un m'avait dit que moi je verrais encore des êtres humains humiliés par d'autres êtres humains à cause de leur race, couleur, religion ou position sociale ou ethnique, jamais je ne l'aurais cru. Si quelqu'un m'avait dit qu'il y aurait encore des guerres, jamais je l'aurais cru. Parce que j'étais convaincu que Auschwitz signifiait quelque chose, la fin de la guerre. On aurait compris que c'est fini. La guerre mène à cela. Or, il y a 40 guerres qui sont livrées encore aujourd'hui dans le monde. 21 millions d'êtres humains ont été tués à la guerre depuis 1945. 1 million d'êtres humains seulement dans la guerre iranienne. Et puis, nous savons assez ce qui se passe dans le monde. Donc, il m'arrive d'être pessimiste. Il se peut que notre témoignage ait été mal formulé. On a mal dit, mal raconté. Nous avons déposé, mais la déposition n'a pas été reçue, c'est possible. Mais, je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen. Si nous voulons sauver le monde, et nous voulons sauver le monde, c'est uniquement en ouvrant cette porte secrète et douloureuse qui est celle de notre mémoire commune. Je remercie la Cour et le témoin. Monsieur le procureur général. Les autres parties civiles, pas de questions. La défense. Maître Vergès, je vous en prie. Monsieur le Président, j'ai écouté avec beaucoup d'émotion le témoignage de Monsieur Elie Wiesel nous rapportant la souffrance juive il y a 40 ans. Et je pense certainement, après les explications qu'il a données et les réponses qu'il a apportées aux questions de mon confrère, qu'il ne fait pas sienne cette déclaration que je reçus un jour d'une des parties civiles. Battez-vous, Maître Vergès, pour faire triompher votre cause. Je me bats, moi, pour la mienne. Je me bats pour la cause juive. Je ne peux pas être sur tous les fronts de la souffrance. Je dis donc, après les explications du témoin, je pense qu'il ne peut pas faire sienne une telle déclaration. Parce que il nous a rappelé le devoir d'humanité. Notre présence dans un monde aussi tragique où il y a également d'innombrables douleurs, d'autres douleurs qui caractérisent notre temps, et spécialement la douleur des enfants et la mort des enfants. Le témoin nous a rapporté l'action qu'il mène pour les Miskitos et pour les Khmers. Je voudrais, sur un plan qui lui est plus personnel, rappeler des tragédies, je crois, beaucoup plus graves. Écrivain de langue française, le témoin sait-il, c'est un rapport de M. Michel Rocard du mois de décembre 1958 qui le souligne que dans les camps de regroupement d'Algérie mouraient par mois 15 000 enfants d'inanition. Voici une première question. Est-ce que le témoin le sait? Monsieur Elie Wiesel. Monsieur le Président, non. En 1958, je n'ai
plus vécu à Paris. J'étais à New York, mais je peux vous assurer, Monsieur le Président, que si j'étais à l'époque à Paris, j'aurais protesté de mon mieux, sans jamais comparer, bien sûr, cette injustice aux injustices que j'ai essayé de dénoncer ailleurs. Je conclus que la mort de ces 15 000 enfants par mois, leur cri de douleur ne traversait pas l'Atlantique. Parfois, je dois le dire aux témoins, leur cri ne traversait même pas la Méditerranée. Deuxième question. Le témoin nous a dit qu'il était citoyen américain. Que pense-t-il du sort des enfants du Vietnam pendant la guerre spéciale et spécialement du sort des enfants de My Lai, dont le meurtrier est aujourd'hui en liberté aux États-Unis? Monsieur le Président, là encore, si cette question n'est pas par rapport à l'histoire que j'ai essayé de raconter ou de vivre, ou de faire revivre, je répondrai volontiers. Quand j'ai découvert, comme pas mal d'autres Américains, écrivains, artistes ou hommes d'État, quand nous avons découvert dans la presse le massacre de My Lai, j'avais fait, moi, de mon mieux, j'avais convoqué une séance de quelques centaines d'écrivains et de poètes et d'acteurs et de juristes pour protester contre ce massacre. Monsieur le Président, je répète et je suis sous serment, quand je sais, quand je vois une injustice, je proteste. Et je l'ai fait. Troisième question que je voudrais poser au témoin. Le témoin nous a affirmé sa solidarité avec Israël. Je voudrais lui poser la question. A-t-il entendu parler du massacre des enfants de Deir Yassin au lendemain même de la guerre? Monsieur le Président, je n'aimerais pas créer d'incident parce que la solidarité de la Cour, mais quand même, Deir Yassin, qui fait mal, et tout fait mal, dans un cadre d'un tel procès. Après tout, nous parlons d'une tragédie qui n'a pas son pareil. Nous parlons d'une tragédie d'un peuple de 6 millions d'êtres humains et d'autres millions d'êtres humains. Nous parlons d'un crime contre l'humanité, ça veut dire un crime où presque, sans guerre, des êtres humains se faisaient massacrer, brûler. Pensez-vous, Monsieur le Président, que je dois accepter cette ligne d'interrogation? Dans ce cas, j'essaie de répondre. Il est certain que nous débordons un petit peu le cadre du procès, mais si vous pouvez répondre si vous le voulez, bien entendu. Monsieur le Président, je vous dois à vous peut-être une réponse pour éclaircir. Oui, moi je me solidarise avec Israël. Je ne suis pas israélien, mais je suis fier, en tant que juif, des efforts qui sont faits en Israël d'humaniser le destin d'Israël. Ce n'est pas facile. Israël est un jeune pays de 39 ans qui vit sur une terre de 3500 années. 5-6 guerres ont déjà accompagné cette petite histoire. En 1947, les Nations Unies ont partagé la Palestine. Israël avait accepté le partage. Les pays arabes ne l'ont pas accepté. Le seul pays au monde qui était prêt à reconnaître légalement, juridiquement, politiquement une Palestine arabe, c'était Israël. C'était David Ben Gurion dans sa déclaration de 48, il a dit « Je tends ma main à cette Palestine arabe qui doit se faire ». Les Arabes n'ont pas voulu. Ils ont fait une guerre à Israël. Bon, la guerre, que voulez-vous? Israël aurait pu être détruite. 6 armées arabes se sont attaquées à Israël. Ça ne veut pas dire que je justifie tel ou tel acte, pas du tout. Je ne justifie pas. Moi, je suis contre toute la brutalité, d'où qu'elle vienne et où qu'elle soit.
bloc de la mort. On n'avait pas le droit de s'approcher. Celle qui entrait là avait été sélectionnée pour la chambre à gaz. Elle le savait. Nous aussi, on savait. On entendait les cris des femmes qui ne voulaient pas mourir. Et le bruit des camions qui les emportaient dans la nuit. Le ciel ici était toujours rouge. Auschwitz, Majdanek, Treblinka, ובשאר מחנות השמות באירופה שנהרגו ושנשרפו בכל ניסויס ושינויס ויחזו. Le procès Barbie, une série de Dominique Missika, archive INA, extrait du film La petite prairie au boulot de Marceline Loridan, extrait de l'émission Mémoire vive d'Isieux d'Irène Omelianenko, mixage Marie-Dominique Bougot et Anne Le Guéhenec, réalisation Pierrette Perronneau. France Culture se met à l'heure d'été du 26 juillet au 29 août. Tout savoir, franceculture.com. Je crois maintenant être capable de me distraire. Je me crois éloigné plus que jamais de toute religiosité, mais non pas de tout mysticisme. Les objets me touchent maintenant en tant qu'objets, et non d'un point de vue subjectif. L'univers me sollicite de tous côtés. Je puis voyager, avoir des aventures amoureuses, boire de l'alcool dans un autre but que celui de m'étourdir. Je puis à présent m'intéresser et ne suis plus obligé de me toucher pour savoir si je suis vivant. Un réveil. Je vis au participe présent. Sourire, émotion, insolite, prestigieux souvenir, un trésor qui a pour nom archive. Rêve. Dans une prison, un savant, détenu pour des raisons politiques, passe son temps à couvrir les murs de son cachot de graphiques à la craie, représentant en coupe la manière dont la prison doit s'effondrer. Aux plus belles heures de l'été, redécouvrez chaque jour les pages arrachées au journal de Michel Léris, dites par Jean-Louis Trintignant à 8h10, les savoureux échanges Hitchcock-Truffaut à 8h30, Gaston Bachelard, tel qu'en lui-même, 9h05, et de Giacometti à Balthus, Picasso ou Man Ray,
Ces étrangers qui font la France à 14h. Enfin, à l'heure où un nouveau jour vient à peine de commencer, 0h10, des hommages à Jacques Meunier, André Gillois, Paul Guimard. Mes amis et moi aimons les échymoses des Esquimaux aux Mosexki. Les archives de l'été sur France Culture, du 26 juillet au 29 août. Faites bouillir votre air. Éric Satie. Tout savoir, franceculture.com.